Il me semble qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, autant sur le dominant que sur le dominé. Oui, ils peuvent même se poser les mêmes questions. Où se trouve le libre arbitre de chacun, où se trouve la liberté personnelle, où se trouvent nos forces intérieures, où se trouve la limite de nos responsabilités, et nos responsabilités en tant que telles par rapport à nos actes, où se trouve le véritable amour, cet amour quel qu'il soit, l'amour de soi, l'amour d'autrui, l'amour de la nature, l'amour de la vie, tout simplement. Est-ce qu'on peut apprivoiser son ego ? Oui, je le crois. Patience et persévérance. Voilà. Ça va demander de la volonté, une réelle remise en question et vraiment beaucoup de persévérance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas le faire seul. Moi, j'ai une formation d'analyse transactionnelle donc créée par Eric Berne, qui lui-même était psychiatre. Il disait que nous sommes les seuls à ne pas se voir. Voilà. De se voir dans une vidéo, de se voir sur une photo, peu importe, ce n'est pas moi, ce n'est qu'un reflet. Ce n'est pas moi réellement. Je peux te voir, je ne te vois pas. Oui. Hein? Et on peut voir le bout de son nez, mais pas plus loin. Voilà. Et c'est pour cela tout simplement que nous avons besoin d'accompagnement. Le but de cet accompagnement sera donc de pouvoir se donner les moyens de guérir de ses propres souffrances. Et je vais dire, et les transposer en force. Car tout ce qui a été souffrance est une force. Une fois que ça a été réparé, on va dire pour parler très 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 simplement. Ces souffrances, ce ne sont que les résultantes donc d'un ego mal paramétré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque il y a mort, il y a naissance et mort sans cesse, à un moment précis, une fraction de seconde, ça a été juste. Oui. Mais moi, je m'y suis enfermée et c'est là l'erreur. Je me suis enfermée consciemment, mais c'est là l'erreur et c'est là que les autres souffrances vont se cumuler. Je vais donc effectivement développer un petit peu cet ego, comment qu'il a pu se former, pourquoi cette naissance et mort, ces naissances et morts successives. L'ego se construit dès la conception, l'instant clé où nous sommes conçus, et le fœtus va donc s'incarner avec des mémoires. Je ne vais pas développer ce thème aujourd'hui, c'est un thème à part entière, mais on voit bien qu'il y a des similitudes dans la famille. Par exemple, on dit « Oh là là, mais dans ton fonctionnement, je te vois réagir comme ça, qu'est-ce que tu ressembles à ton grand-père ou ta grand-mère, peu importe, ou à ton oncle. » Et c'est pas pour rien, quoi, c'est des mémoires. On peut appeler ça gène, mais il n'y a pas que les gènes, il y a aussi les mémoires. Quand on est dans le comportement, c'est une mémoire, c'est pas un gène. Donc, on va venir avec ce germe. Ce germe va prendre naissance avec déjà donc des mémoires. Et au cours donc du développement de ces 9 mois de vie fœtale, nous allons être confrontés, nous allons donc vivre en osmose avec notre maman. Et cette mère peut faire partie de plusieurs catégories qui ont été qualifiées de 4 sortes. Donc je parle de la mère enceinte. On va commencer par la meilleure des mères, qui est la mère idéale. La mère idéale dit très sincèrement « Je suis très heureuse d'attendre cet enfant » et elle le lui dit. Donc réellement, cet enfant va baigner dans l'amour. Quand il viendra au monde, imaginez la force qu'il aura déjà emmagasinée pour faire face à la vie. L'amour construit. J'insiste là-dessus. À l'extrême, donc ce sera complètement l'opposé. Il y aura la mère catastrophique. La mère catastrophique rage d'être enceinte et ne se prive pas de le dire aux autres et de le dire aussi à cet être qu'elle porte en elle. Il est évident que cet enfant, si c'est le cas, il y en a malheureusement, va se développer dans la peur et arriver à la naissance et dans la vie avec beaucoup de peur. Voilà. La sécurité n'existe pas pour lui. Donc imaginez les conséquences qu'il va y avoir pour cet être-là. Et après, il y a 2 types de mères ambivalentes. Celle qui ressemble à la mère idéale et l'autre, malheureusement, à la mère catastrophique. La mère ambivalente, par rapport au conjoint, va dire, voilà, on ne voulait pas de cet enfant, mais il est là, il faut bien qu'on l'accepte. Il fait partie de la vie, voilà quoi. Mais intérieurement, je suis très heureuse que tu sois là, je t'ai voulu, je t'aime. Donc, il y a quand même cette ambivalence entre ce que l'enfant entend et puis ce qu'on lui
Et entend, parce qu'il entend la mère, le fœtus est déjà un petit être à part entière et il sent, il entend, il ressent. Donc quand il entend la mère, car il entend réellement la voix de la mère, il entend les mots que la mère dit, et même de l'extérieur d'ailleurs en grandissant, au stade fœtal toujours, il va donc avoir ce message contradictoire où elle dit qu'elle n'est pas contente, mais moi, elle me dit qu'elle est contente. Mais c'est quand même ce lien direct avec la mère, quand elle lui parle, qui sera le plus fort. Donc il va y avoir du doute, un peu d'hésitation, mais malgré tout, il va se savoir aimer. Alors que l'autre mère ambivalente, eh bien, aux yeux des autres, voilà, pour le paraître, je suis très heureuse d'être enceinte, puis intérieurement, franchement, je ne suis pas du tout contente et voir si tu pouvais partir, ça m'arrangerait bien. Donc vous voyez bien que là, l'enfant dans cette ambivalence, c'est quand même, là encore j'insiste sur le fait, le lien direct avec la mère, ce qu'il ressent là en elle, qui sera le plus fort. Donc ce ne sera pas l'angoisse aussi importante que le fœtus, que la mère catastrophique, mais malgré tout assez proche, énormément de crainte malgré tout et de peur. Avant, on disait que les années les plus importantes d'une vie, où on se construisait, étaient de la naissance à 4 voire 6 ans. Aujourd'hui, on sait que c'est le stade fœtal qui est le plus important. De 4 à 6 ans suit, ce sera la deuxième marche. Et après, ce sera la conséquence donc de ces premières années, stade fœtal inclus. Alors, si on est dans une bonne famille, avec une mère idéale et un père idéal également, l'enfant va quand même se développer avec un maximum de confiance en lui, de sécurité, d'encouragement, tout ce qu'on peut apporter à un enfant et lui apprendre bien sûr à devenir un être autonome pour sa vie d'adulte. Et tout ceci dans des règles et de l'amour. J'insiste là-dessus. Alors, on va prendre un exemple autre. Et imaginons donc que cet enfant aura pour mère, une mère, ce qu'on appelle toxique. Voilà. Or, on en définit de plusieurs sortes. Il va y avoir par exemple la mère surprotectrice. Elle protège trop son enfant et ça n'est pas l'aider, loin de là. La mère qui contrôle tout, on va dire la mère contrôlante. La mère manipulatrice émotionnelle. Et la mère narcissique toxique. Voilà. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais imaginez donc les conséquences d'un enfant qui est élevé avec une telle mère. L'estime de soi, si on a vécu cela, sera énormément atteinte et extrêmement faible. Je ne peux pas dire inexistante, mais des fois, c'est presque inexistant. Des fois, j'entends des gens à mon cabinet qui me parlent, ce sera le premier travail à faire. C'est de réapporter une plus juste image de soi à cette personne-là. Et en s'appuyant sur des faits réels, bien entendu. Voilà, il ne faut jamais exclure la réalité. Donc, compte tenu des conséquences de ces comportements sur l'enfant, celui-ci va développer un système de défense différent, plus ou moins fort. C'est passionnant, Gisèle. Est-ce qu'il peut y avoir un mélange de tout ça? Pardon, une question qui me vient comme oui, ça, oui, c'est oui. spontané. On peut avoir une mère toxique, on peut avoir un père toxique et on peut avoir des parents toxiques. Alors après, il y a des degrés de toxique. Donc, voilà, oui, on va rentrer dans la complexité des choses. Oui. C'est pour ça que récemment, on a eu une conversation sur des moyens d'accompagner des gens. Oui, il existe beaucoup de méthodes, mais à vrai dire, chaque être est unique. Et il peut y avoir une similitude entre deux êtres. On va prendre un frère et une sœur, ou deux sœurs, peu importe, ayant ces mêmes parents toxiques, mais ils ne vont pas les vivre de la même façon. Bien sûr. Parce qu'ils ont déjà leur inné qui est en eux, et puis un état émotionnel différent. Et donc, même si les deux rentrent en thérapie, il n'y aura pas forcément les mêmes moyens, les mêmes choses à traiter, et pas donc de la même façon. Mais le sens sera toujours le même. C'est de retrouver une bonne image de soi-même, de la confiance en soi. Alors, si on parle donc de tous ces blocages, il y a bien sûr des moyens de les traiter. Là, je viens de le dire déjà. Il va bien sûr falloir cerner le problème. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas en une fois. À la première séance, on peut déjà avoir cerné, mais de façon globale. Tout se joue en profondeur en soi-même. Il va falloir petit à petit aller dans cette profondeur.
Ça ne peut pas se faire comme ça. Si j'y vais à la dynamite, eh bien, je vais beaucoup de mal. On prend des maisons, voilà, mais dynamite, elle s'écroule. Voilà. Je suis là pour reconstruire et pas pour démolir. Donc, retirer des fausses croyances, ce n'est pas aller à la dynamite, ça se fait progressivement. Et donc, c'est à chaque étape trouver l'urgence qui est à traiter et le moyen adapté à la personne et au problème dans l'instant présent. Plus les choses sont profondes, plus il va falloir, quand je dis, pardon, je m'exprime mal, quand je veux dire choses, c'est plus les blocages émotionnels sont profonds, appuyés sur des faits réels, concrets, plus ça va demander du temps et vraiment on y va pas à pas. Voilà. Mais chaque pas gagné est déjà une pierre à l'édifice. On est déjà dans une réparation, pour certaines, une reconstruction. On va déjà retenir le terme de réparation. Donc, il y a différentes approches. Plus on travaille donc dans les mémoires, il y a différentes formes d'hypnose dans toutes leurs valeurs. Il n'y a pas que l'hypnose ericksonienne. Il y a aussi, par exemple, l'hypnose régressive. Il y a le décodage biologique, qui est un excellent moyen de réparer les souffrances de notre vie actuelle. Il y a la déprogrammation de mémoire cellulaire, qui va plus loin. On va aller davantage au stade fœtal si c'est nécessaire, on peut avec ce moyen-là. Et puis dans les mémoires généalogiques ou de vie antérieure pour les gens qui sont ouverts à cela. Voilà. Donc tous ces moyens sont là, j'insiste, pour réparer les traumatismes, quels qu'ils soient. Sachant que les psychopraticiens, les psychothérapeutes travaillent sur les névroses. Du moment qu'on arrive en psychose, là, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Est-ce qu'un ego, justement, que l'on apprivoise, que l'on rééduque avec les outils que tu viens de citer, est-ce que ça peut lui permettre justement de développer cette positivité ? Bien sûr. Alors, j'aime bien le terme que tu as employé d'apprivoiser, un ego apprivoisé, je trouve ça très joli. Et c'est juste, quoi. Beaucoup de gens parlent de tuer son ego. Eh bien, c'est une grave erreur, effectivement. Je vois ta réaction, elle m'enchante. Il fait partie de nous, il faut vraiment l'apprivoiser. Voilà. Et en plus, c'est partie de nous, certes, mais c'est lui qui nous a permis de nous construire. Mais bien sûr. On ne va pas couper la branche où on est posé, quoi. Donc, notre but, ce sera de le réajuster. Notre ego existe, il restera notre tuteur. On va juste réajuster sa taille, sa position, en quelque sorte. Voilà, sa place. Ce travail donc de thérapie va nous permettre de nous libérer de nos croyances erronées, qu'on appelle également les fausses croyances, et bien sûr de nos peurs. Alors pourquoi fausses croyances ? Parce qu'elles ont été vraies à un moment donné, mais on les a généralisées, c'est là qu'on est rentré dans des croyances erronées, mais c'est la même chose. Donc, ce travail va nous permettre de nous accepter, de nous aimer, de vivre avec conscience, en se donnant donc les moyens de guérir de ses propres souffrances, avec le respect de soi et des autres. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce respect donc avec réalisme et confiance. C'est pas tout le monde est beau, tout le monde, c'est pas les petits cuits, les petits moineaux, voilà, c'est vraiment, j'insiste, réalisme et confiance. Un travail sur soi, donc, avec un accompagnement adapté, on va dire, approfondi, en tout cas en psychothérapie, permet donc d'atteindre ces objectifs que je viens de citer et tous les autres, les vôtres, quels qu'ils soient. Il ne faut pas oublier que le but et de trouver le bonheur dans cette vie. Que vous dire d'autre ? Je parle souvent de peur presque à chaque vidéo. J'ai dit, je pense que c'est notre talon d'Achille et nous sommes tous concernés par cela. Et donc ce travail de psychothérapie va bien sûr permettre de travailler sur nos peurs. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de peur et ils sont dans une illusion. Là aussi, on a tous des peurs, et dont celle de l'inconnu. C'est vraiment prouvé que ce qui freine le plus un individu dans sa vie, c'est l'inconnu. Je préfère m'accrocher à ce qui est mauvais, mais ça je le connais, que tout lâcher pour aller vers quelque chose que je ne connais pas.
Que vous dire d'autre encore par rapport à cela? Bah oui, bien sûr, de se dépasser, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, d'accroître ses qualités, voilà, de développer ses potentiels, de les rendre actifs, hein, d'un potentiel, on est passé à un savoir-être, un savoir-faire. Voilà. Donc, c'est de la joie, c'est de la satisfaction, c'est être fier de soi bien également. sûr. Et là, c'est une fierté tout à fait positive. Voilà. Tout dépend bien sûr de la mesure dans toute chose. Voilà, mais à la base, c'est positif. Voilà. Et c'est aussi bien sûr avoir une relation saine avec autrui. Voilà, une relation qui est sincère, qui est positive, qui est honnête. Hein. Il n'y a pas une arrière-pensée derrière. Voilà. On est dans une sincérité, réellement. On a abandonné le besoin de possession. Hein. On va cultiver la patience, on va cultiver la tolérance, et tout ceci dans un sentiment de sécurité. Hein. C'est bien la peur qui nuit à la sécurité. Hein. Donc on va pas dire au contraire, pour effacer des peurs, on va installer la sécurité et la faire croître. Ce pouvoir d'œuvre va donc nous conduire à un état émotionnel calme, voilà, à la confiance en soi, à une harmonie intérieure, et j'ose dire de sagesse. Quand on entend une personne qui parle avec sagesse, bah ça va de soi. C'est ça, c'est l'extraordinaire, et là encore se trouve dans la simplicité. J'ai eu l'occasion de passer une demi-journée avec un lama tibétain, et bon, je n'étais pas toute seule, et donc il y a eu beaucoup de questions qui lui étaient posées, et toutes les réponses étaient d'une simplicité extraordinaire. On pourrait dire la palisse. Oui, mais il ne suffit pas de le dire, il faut savoir le faire, il faut être. C'est là où c'est plus difficile, mais c'est le but, effectivement. Donc, d'avoir fait ce travail, ben, il y a une récompense à la fin quand même. Hein. C'est d'avoir reconquis l'être que nous sommes et de vivre ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes allés dans une introspection qui était un inconnu au point de départ, qui pouvait faire peur, et vraiment après, quand nous vivons avec ce sentiment de vivre sa vie, de réaliser sa vie, là, la récompense, elle est là. Donc, la simplicité, j'insiste toujours là-dessus, ignore l'ego, voilà, et elle développe un esprit sans complications. Je l'avais dit lors de la deuxième vidéo, donc en toute conscience, je le répète. D'ailleurs, la simplicité, dont tu viens de le dire, tu l'as évoqué dans ta deuxième vidéo. Oui. Tu reviens souvent sur ce terme-là. Est-ce que c'est une clé fondamentale pour toi? Elle est incontournable. Elle permet de vivre avec un esprit sain, donc honnête. Elle permet donc d'intégrer ce fameux pouvoir ce pouvoir d'être, de se réaliser, de se dépasser, de se bonifier. On peut retrouver beaucoup de verbes, voilà, qui lui-même va nous permettre donc de se réaliser dans le respect de soi et des autres. Donc forcément, cette relation à autrui va énormément se développer dans le bon sens, et qui va nous apporter aussi de grandes satisfactions, je vais vous dire de multiples bonheurs, réellement. Donc, elle permet aussi d'accepter son impuissance, facile à dire, mais quand j'y suis confrontée, je dois accepter que je ne peux rien faire. Voilà, et là, c'est aussi beaucoup d'humilité pour cela. Mais c'est aussi une façon de ne pas amplifier des souffrances. Et donc, de développer l'humilité. On y revient, voilà, ça donne force et sagesse. On va approcher donc de la fin de cette vidéo. J'ai dit que tu pourrais nous raconter une histoire. Là encore, il y a un âne. Et pourquoi j'ai choisi l'âne ce soir? Parce qu'il représente l'humilité, il représente la sagesse et la paix. Donc, tu veux nous raconter l'histoire donc de l'âne qui porte du sel d'Ésope? J'ai adoré, Gisèle. L'âne qui porte du sel. Un âne portant du sel traversait une rivière. Il glissa et tomba dans l'eau. Alors le sel se fondit et il se releva plus léger et fut enchanté de l'accident.
Une autre fois, comme il arrivait au bord d'une rivière avec une charge d'éponge, il crut que s'il se laissait tomber encore, il se relèverait plus léger. Et il fit exprès de glisser. Mais il advint que les éponges ayant pompé l'eau, il ne put se relever et périt noyé. Ainsi, parfois les hommes ne se doutent pas que ce sont leurs propres ruses qui les précipitent dans le malheur. J'espère que vous allez autant l'apprécier que l'apprécier Julie. Donc, nous allons conclure avec cette réflexion. La facilité n'existe pas. Un piège se cache toujours derrière ce qui semble facile. N'oublions pas que le dépassement de soi permet de se réaliser. Le travail de toute une vie. Oui, tout à fait. On croit que c'est fini et non, c'est jamais fini. Merci Gisèle, c'était magnifique. Comment on peut te contacter ? Vous pouvez me téléphoner tout simplement 06 03 19 73 37. J'avoue très humblement que je préfère qu'on me téléphone que m'envoyer des mails parce que il est très difficile de répondre à vos questions en quelques lignes. C'est beaucoup plus facile de le faire directement, de s'entendre et de vraiment répondre à votre question. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Le pouvoir, une notion que tu évoques dans ton cursus, dans ta formation ? Oui, j'avais dit lors de la première vidéo que j'avais créé une école pour transmettre donc mes connaissances, mon savoir-faire. À vrai dire, tous les thèmes que j'aborde dans ces vidéos, chaque mois, je l'aborde ici et je le développe au cours de cette formation. Voilà, donc celle de psychopraticien en psychothérapie. Ça me semble très important de connaître tout ça. Il y a les outils qui vont apporter des protocoles pour permettre à la personne de se guérir. Mais pour bien comprendre tous ces mécanismes qui sont déplacés en toute personne que nous accompagnons, en nous-mêmes comme en toute autre personne, il faut aussi savoir tous ces éléments-là. Merci beaucoup Gisèle. Merci à vous. Mais merci bien sûr à vous tous et puis vous pouvez aussi, pour revenir à ta question de comment me contacter, vous pouvez aussi consulter mon site où il y a quand même beaucoup de renseignements. Très bonne journée à vous. Au revoir.